450 millions refusés, un pays s'arrête, puis avance à rebours des puissants. Ici, l'onde de choc ne se mesure pas qu'en dollars, mais en souveraineté. Car l'accord, dit-on, chargeait les semences, les engrais et la logistique d'un prix politique, avec verrous, brevets et dépendance durable. Durable. Et vous, que vaut votre sécurité alimentaire quand l'Alaindao d'Adnuk Ibrahim Traoré choisit l'autonomie malgré le risque? Quand l'aide devient condition? Quand la dignité coûte? Quand l'extérieur exige des clés sur la graine même? Entre fierté et péril, la suite décidera qui nourrit qui, va à quel prix, au Sahel, souvent sec et horizon long demain. Refuser 450 millions de dollars, c'est rompre un fil invisible, celui qui relie l'aide à la dépendance. Sous la direction de l'Alaindao d'Adnuk Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a transformé un simple refus en acte fondateur. Un pari où chaque graine devient déclaration d'indépendance. Le bénéfice promis est clair. Retrouver la maîtrise de sa subsistance sans hypothéquer sa souveraineté nationale. Mais le coût, lui, se compte en incertitude. Les experts redoutent des pénuries, les diplomates des tensions, les partenaires des pertes d'influence. Dans cette équation, le risque devient argument et l'autonomie horizon. L'histoire retiendra peut-être que la dignité s'est pesée face au dollar et qu'un pays du Sahel a préféré miser sur ses champs plutôt que sur des chèques étrangers. Modko, Roinoilin Chongtamchi. Nae, ici, si la liberté se cultive, combien d'hectares faut-il pour qu'elle prenne racine? La réponse, encore enfouie sous la poussière rouge, commence à germer. 2 chiffres ont tout changé. 750 millions refusés, 126 pages d'accords suspendus. Ces nombres, anodins en apparence, ont déclenché une onde de choc politique, diplomatique et symbolique. Car dans ces 126 pages se cachait bien plus qu'une aide, une mécanique de contrôle, semences modifiées, logistique externalisée, engrais sous brevet américain, le tout enveloppé d'un discours de modernisation. Là, l'Alaindao d'Adnuk Ibrahim Traoré, en les parcourant, a vu s'y dessiner la perte lente de la souveraineté agricole. Cette lecture a marqué le point de rupture. L'homme a compris que l'argent promis ne fertiliserait pas la terre, mais la dépendance. Dès lors, le choix du refus s'est imposé. Ne plus céder les racines pour un rendement à crédit. Dans les bureaux de Ouagadougou, on raconte qu'il a simplement fermé le dossier, levé la tête, puis dit « Nous nous nourrirons de nos propres semences ». Ce geste, amplifié par les réseaux, a franchi les frontières comme un éclair du Sahel. Les chancelleries se sont crispées, les analystes se sont divisés. Certains ont parlé d'un pari suicidaire, d'autres d'un acte fondateur. Pourtant, au-delà des postures, un constat demeure. Le Burkina Faso n'a jamais autant débattu de sa souveraineté qu'à ce moment précis. Car ici, l'économie et la dignité s'entrelacent. Dans un pays où l'agriculture emploie plus de 70% de la population, dépendre des importations revient à dépendre du monde. Refuser l'aide, c'était aussi refuser une tutelle culturelle. L'Alaindao d'Adnuk Ibrahim Traoré l'a compris. Sans autonomie alimentaire, la liberté politique n'est qu'un mirage. Et ainsi s'ouvre le récit. Celui d'une nation qui choisit la voie la plus dure, mais la seule qui mène à elle-même. Dans les campagnes de Koudougou et de Kaya, les semences locales ont retrouvé leur valeur d'or. Sous l'impulsion de l'Alaindao d'Adnuk Ibrahim Traoré, le gouvernement a lancé un programme de multiplication agricole qui place les paysans au centre du dispositif. Ici, pas de multinationales, pas de brevets, seulement la terre, les mains et la mémoire. C'est Mariam, une agricultrice de 38 ans, qui résume le virage. Avant, nous attendions les camions venus de l'étranger. Aujourd'hui, c'est notre propre récolte que nous partageons. Dans son village, les premières coopératives de semences locales ont surgi comme des oasis de confiance. Chaque sac récolté devient symbole, celui d'une indépendance en germination. Les effets économiques sont encore modestes, mais tangibles. Les marchés hebdomadaires voient revenir les produits du terroir.
La monnaie reste dans les villages et le sentiment de maîtrise grandit. Pour la première fois, depuis longtemps, les conversations tournent non pas autour des aides promises, mais des techniques de compostage et des prévisions de pluie. Cette transformation s'incarne dans des figures discrètes, instituteurs, femmes rurales, jeunes sans emploi, qui découvrent dans la souveraineté alimentaire un projet collectif. Là, Landao Datnuk Ibrahim Traoré devient ainsi moins un chef qu'un catalyseur, celui qui redonne un horizon à la dignité quotidienne. Car, au-delà des récoltes, c'est un récit national qui s'écrit, ligne après ligne, entre la poussière et la patience. Et la question demeure, la foi d'un peuple peut-elle suffire à nourrir ses enfants? Tout a commencé par un document, un accord de 126 pages, arrivé discrètement sur la table du gouvernement burkinabé. Les premières lignes parlaient de développement, de modernisation, de semences performantes. Puis venaient les clauses. Brevets américains, contrôle logistique, dépendance des engrais importés. Là, Landao Datnuk Ibrahim Traoré a compris que derrière la promesse se cachait une prise d'otage économique. Le déclencheur fut silencieux. Pas de discours, pas de tension publique. Une simple décision, prise à huis clos, refuser l'aide américaine de 450 millions de dollars. Le lendemain, la nouvelle a traversé les chancelleries. À Washington, on parle d'incompréhension. À Bruxelles, d'imprudence. À Ouagadougou, d'audace. Les jours suivants, la tension monte. Les médias internationaux évoquent un pari risqué, certains titrent même sur le tournant souverainiste du Sahel. Dans les rues, les opinions se divisent. Les uns saluent le courage, les autres craignent l'isolement. Les marchés restent calmes, mais les conversations bouillonnent. Les réseaux sociaux relaient des images d'agriculteurs brandissant leurs semences locales comme des drapeaux. Là, Landao Datnuk Ibrahim Traoré apparaît alors à la télévision nationale. Sa phrase devient un mot d'ordre. « Nous ne voulons pas d'une liberté sous tutelle ». Ce soir-là, un silence étrange parcourt le pays. Un silence de bascule. Les diplomates étrangers demandent des clarifications. Les organisations internationales évoquent la rupture des partenariats. Pourtant, aucun revirement ne viendra. La phase du haut régime s'ouvre. Les États-Unis suspendent plusieurs programmes de coopération. L'Union européenne réduit certaines aides budgétaires. En interne, le gouvernement lance un plan d'urgence agricole, financement de pépinières locales, création de coopératives, redéploiement des ressources vers les zones rurales. Dans les campagnes, on répare les outils, on échange les graines. L'État encourage la production de mil, de sorgho, d'arachides. Mais la montée en puissance se paie cher. Les premières semaines voient les prix alimentaires grimper de 8 à 10%. Les citadins protestent. Les opposants politiques dénoncent de aventure idéologique. Là, Landao Datnuk Ibrahim Traoré répond sans détour. Nous traversons la faim pour atteindre la liberté. Ces mots galvanisent les uns, crispent les autres. Puis vient la résonance. Des images d'enfants semant la terre circulent dans les journaux africains. Le Mali, le Niger, le Tchad observent. Le Burkina Faso devient laboratoire d'un rêve continental. À l'extérieur, on s'interroge. Et si ce refus devenait modèle? Ce moment-là, fragile mais fondateur, marque le début d'une mutation. Le pays avance dans le doute mais sans retour possible. La dépendance a reculé d'un pas, l'espoir d'autonomie en a gagné deux. Là, Landao Datnuk Ibrahim Traoré n'a pas seulement dit non à l'aide. Il a ouvert un chapitre 9 où chaque graine porte un serment. Les premiers mois ont livré leurs chiffres. 12 pépinières locales créées, 200 000 hectares réhabilités, 18% d'importations alimentaires, en moins. 3 données, 3 repères, et, derrière chacune, une volonté politique. La première donnée, celle des 12 pépinières, illustre la stratégie d'ancrage local. Réparties dans les zones les plus vulnérables, elles servent de noyau pour reproduire et distribuer les semences adaptées au climat du Sahel. Chaque centre forme les agriculteurs aux méthodes de conservation et à la rotation des cultures.
C'est un réseau minuscule mais vivant, conçu pour croître sans assistance extérieure. La deuxième, 200 000 hectares réhabilités, raconte la reconquête de la terre. Les programmes de reboisement et de compostage ont redonné souffle au sol épuisé. Selon les techniciens agricoles, cette superficie correspond à environ 12% des zones arables du pays. Le chiffre n'impressionne pas par sa taille, mais par sa symbolique. Ce sont des hectares libérés de la dépendance. Enfin, la réduction de 18% des importations alimentaires marque la transition la plus visible. En diminuant sa dépendance, le Burkina Faso a économisé des devises et relancé la circulation monétaire interne. Les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso témoignent de cette évolution. Plus de produits locaux, moins de sacs de riz étrangers. L'économie rurale, longtemps étouffée, respire à nouveau. Pour l'Alandao d'Atnuek Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des trophées, mais des indicateurs. Ils montrent que l'autonomie n'est pas une utopie, mais une trajectoire mesurable. Si chaque récolte réduit notre dépendance, alors chaque graine est un acte politique, a-t-il déclaré devant les agriculteurs réunis à Kaya. Cette phrase est devenue un slogan discret, gravé sur les murs des coopératives. Nous semons notre liberté. Nyungtaktuk Tuksu Lazi reste immense. La production nationale ne couvre encore que 2/3 des besoins du pays. Les infrastructures de stockage manquent, les routes rurales se dégradent, les crédits demeurent rares. Pourtant, la progression existe, chiffrée, vérifiable. Les observateurs internationaux, même sceptiques, reconnaissent une cohérence. Ce modèle, s'il tient, pourrait redéfinir la notion même d'aide au développement. Les graphiques racontent donc ou non que une histoire de lenteur et de constance. La croissance est modeste, mais endogène. L'investissement public est faible mais ciblé. Et, surtout, la confiance des populations rurales remonte. Dans les sondages internes du ministère de l'Agriculture, 64% des paysans interrogés affirment croire à la souveraineté alimentaire. Ce pourcentage, non officiel mais révélateur, indique un changement culturel profond. Les chiffres ne mentent pas. Ils prouvent que l'acte de l'Alandao d'Atnuek Ibrahim Traoré a des racines et des résultats. La dépendance recule, ligne après ligne, récolte après récolte. Et si les défis persistent, l'idée d'un pays capable de se nourrir seul cesse d'être un rêve. Les critiques n'ont pas tardé à se faire entendre. Dans les cercles économiques de la capitale, on accuse l'Alandao d'Atnuek Ibrahim Traoré d'avoir troqué la prudence contre le symbole. Selon eux, refuser 450 millions de dollars équivaut à sacrifier la modernisation de l'agriculture, à renoncer aux semences améliorées, aux machines importées, aux engrais subventionnés. Sans capitaux, disent-ils, aucune réforme durable n'est possible. Le pays, déjà fragile, risquerait de s'enfermer dans une pauvreté autarcique. Les partisans de cette vision invoquent l'histoire. Aucun État sahélien n'a réussi la transition agricole sans aide étrangère. L'exemple du Niger, du Mali ou du Sénégal prouverait qu'il faut des partenariats extérieurs pour compenser le déficit structurel de moyens. Pour eux, le refus du Burkina Faso relève d'un idéalisme dangereux, presque romantique. Face à eux, les défenseurs de la ligne Traoré opposent des faits. Oui, l'aide internationale apporte des moyens, mais elle impose aussi ses priorités. Les programmes financés de l'extérieur se concentrent souvent sur la rentabilité à court terme, pas sur la résilience des sols ni sur l'autonomie paysanne. En 2023, près de 72% des projets agricoles soutenus par des bailleurs étrangers au Sahel dépendaient de produits brevetés, une dépendance par contrat, non par nécessité. Pour l'Alandao d'Atnuek Ibrahim Traoré, la question n'est donc pas d'être pour ou contre le progrès, mais de savoir à qui il profite. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de la libérer des logiques de domination.
Ses proches collaborateurs résument sa position ainsi. Le progrès n'est pas neutre, il doit avoir une patrie. Les deux visions coexistent, parfois dans le même champ, entre la graine locale, qui pousse lentement mais librement, et la graine importée, qui promet rendement et dépendance. Le débat reste ouvert, vif, presque philosophique. Mais pour la première fois depuis longtemps, il appartient aux Burkinabés eux-mêmes. C'est ainsi que les journaux de Ouagadougou ont titré lorsque les premières récoltes locales ont dépassé les prévisions. Rien de spectaculaire, pourtant tout a basculé. Les champs autrefois déserts ont repris couleur. Les marchés regorgent de produits du pays. La Landau d'Atnuc Ibrahim Traoré, dans un discours bref, a parlé de « indépendance mesurée en graines ». Le ton n'était plus celui du défi, mais de la persévérance. Le pari risqué s'est mué en trajectoire assumée. Ce n'était pas une victoire économique, mais une respiration collective. La preuve qu'un refus pouvait engendrer un mouvement. Dans les écoles, les enseignants expliquent aux enfants que la souveraineté n'est pas un mot, mais un acte répété, une habitude qui se cultive chaque jour. Dans les villages, les femmes troquent les semences comme des trésors. Le pays, malgré la sécheresse, retrouve un rythme qu'il n'avait plus, celui de la patience et du travail partagé. Le milieu du chemin révèle donc moins un aboutissement qu'un cap. Le Burkina Faso avance, non plus contre le monde, mais pour lui-même. Le pari de la Landau d'Atnuc Ibrahim Traoré a produit des effets visibles, parfois contradictoires. Dans les campagnes, la transformation est palpable. Plus de 40 000 nouveaux agriculteurs, dont une majorité de femmes, ont rejoint les coopératives rurales. Ces structures autogérées et solidaires ont redonné un souffle à l'économie locale. Les récoltes de mil et de sorgho augmentent légèrement, mais la différence se mesure surtout en confiance. Le paysan qui cultive sa propre graine ne vend plus seulement un produit, il défend une idée. Chez les entreprises locales, la dynamique s'accélère. Les petites unités de transformation voient affluer la matière première issue des zones pilotes. L'industrie agroalimentaire burkinabé renaît, modeste mais fière. Là où autrefois dominaient les marques importées, des étiquettes fabriquées à Kaya ou produits à Bobo Dioulasso apparaissent sur les étals. Cette relocalisation stimule l'emploi et stabilise les revenus ruraux. Le gouvernement y voit la preuve qu'un modèle endogène peut générer croissance et dignité à parts égales. Du côté des citadins, la perception reste plus nuancée. Les prix des denrées ont grimpé dans les premiers mois. Le pain et le riz se vendent plus cher. Mais, dans les marchés, un autre discours s'installe. Nous payons pour notre liberté. Les classes moyennes commencent à accepter que la souveraineté a un coût immédiat, mais un bénéfice durable. Les débats sur la place publique mêlent fierté et inquiétude, réalisme et idéal. La jeunesse, elle, vit un tournant. Les coopératives agricoles recrutent des jeunes diplômés qui choisissent de revenir au village plutôt que d'émigrer. Les écoles techniques introduisent des modules sur la culture durable, la gestion de l'eau et la transformation alimentaire. Le slogan « Nous nourrissons ce que nous sommes » devient mot d'ordre générationnel. Dans un pays longtemps marqué par l'exode, c'est une révolution silencieuse. Enfin, sur le plan régional, l'écho dépasse les frontières. Le Mali, le Niger et même le Sénégal observent l'expérience burkinabé avec prudence mais curiosité. Les médias africains parlent d'un laboratoire du courage. Certains gouvernements envisagent des partenariats horizontaux, sans bailleurs étrangers, fondés sur l'échange de semences et de savoir-faire. La conséquence la plus profonde n'est pourtant ni économique ni diplomatique. Elle est psychologique. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays dépendant, redécouvre la possibilité de choisir. Et dans ce choix, la Landau d'Atnuc Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président. Il devient un symbole de volonté. Le chemin ouvert par la Landau d'Atnuc Ibrahim Traoré reste fragile, et les prochains mois seront décisifs. 3 scénarios se dessinent. Entre prudence,
espoir et tempête. Ko Bakichban, Vasodei la Bahungdi Kote Seira. Mantjt, la trajectoire de base. Le Burkina Faso poursuit sa politique actuelle, consolidant les gains sans brusquer le rythme. Les coopératives agricoles s'étendent. La production locale couvre environ 65% des besoins nationaux et les importations continuent de reculer lentement. Ce scénario, modeste mais stable, permettrait au pays de maintenir son indépendance tout en renforçant la cohésion sociale. L'économie croît à petits pas, mais sur des bases plus saines. L'enjeu principal devient alors la résilience. Tenir face à la sécheresse et penser aux tensions extérieures. Ko Bakichban, Vasodei la Bahungdi Kote Seira. 2. L'horizon optimiste. Dans cette version, le modèle burkinabé inspire ses voisins. Le Mali et le Niger forment une alliance agricole régionale centrée sur l'autosuffisance. Des chercheurs africains partagent leurs données. Les ONG locales remplacent les agences internationales. Et un marché commun du Sahel voit le jour. La souveraineté alimentaire devient non plus une exception, mais un mouvement continental. Là, Laïn-Daouda-Tnuk Ibrahim Traoré y incarne alors le pionnier d'une révolution africaine tranquille, celle de l'autonomie par la terre. Ko Bakichban, Vasodei la Bahungdi Kote Seira. 3. Le cas défavorable. La sécheresse s'aggrave, les finances publiques s'épuisent, la pression des bailleurs internationaux s'intensifie. Faute de ressources, le gouvernement doit choisir entre la stabilité sociale et la poursuite du projet souverain. Les pénuries réapparaissent, la colère monte, l'inflation s'installe. Ce scénario, noir mais plausible, rappellerait que l'indépendance a toujours un prix élevé. Entre ces 3 lignes d'horizon, une seule certitude. Le Burkina Faso ne reviendra plus en arrière. La graine de la souveraineté est plantée. Elle poussera selon la pluie, la patience et la persévérance. Et la question demeure, suspendue. Dans un an, jugera-t-on ce pari comme une folie ou comme un acte fondateur pour l'Afrique? Dans les rues de Ouagadougou, le mot autonomie a cessé d'être un slogan politique pour devenir une conversation quotidienne. Les vendeuses de marché parlent de dignité au kilo. Les jeunes chômeurs discutent d'agriculture comme d'un métier d'avenir. Et les enseignants rappellent que l'indépendance commence dans l'assiette. Sous l'ombre des arbres, les anciens disent « Ce que nous plantons aujourd'hui, nos enfants le mangeront demain ». Ce changement de ton, presque imperceptible, est peut-être la plus grande victoire de Laïn-Daouda-Tnuk Ibrahim Traoré. Il n'a pas seulement lancé une réforme économique, mais réintroduit l'idée que chaque geste, même minime, participe à une souveraineté collective. Dans un pays où la résignation dominait, la responsabilité individuelle refait surface. Les émotions sont multiples. Fierté, peur, incertitude. Certains pleurent encore la sécurité que garantissait l'aide étrangère. D'autres célèbrent la liberté nouvelle, fragile mais réelle. Dans les campagnes, on raconte que les prières du matin ne demandent plus l'aide, mais la pluie. Cette nuance dit tout. Le pays vit un moment d'éducation collective. Les débats dans les écoles, les radios communautaires, les mosquées et les églises parlent du même sujet. La capacité d'un peuple à se nourrir seul. C'est moins une politique qu'une pédagogie de l'espoir. Car au fond, la souveraineté alimentaire dépasse la faim. Elle touche la fierté. Et dans chaque regard, Laïn-Daouda-Tnuk Ibrahim Traoré voit renaître une idée ancienne, presque sacrée, celle d'un peuple qui s'appartient à nouveau. Laïn-Daouda-Tnuk Ibrahim Traoré a répété une idée simple. Un rêve ne se maintient que s'il s'organise. Gosdo Otsdi. Ainsi, la souveraineté alimentaire burkinabé s'est dotée d'un plan précis, découpé en 5 étapes, chacune mesurable. Première étape, replanter la mémoire. Les anciens paysans et les chercheurs locaux recensent les semences indigènes capables de résister au climat du Sahel. Une banque nationale les conserve, les reproduit et les distribue.
Chaque graine devient un actif national. Deuxième, former avant de financer. Des centres régionaux enseignent aux agriculteurs les techniques de conservation des sols, d'irrigation et de diversification. L'argent public n'intervient qu'après la formation, garantissant que les fonds servent à ceux qui savent déjà semer. Troisième, mutualiser les outils. Plutôt que d'importer des tracteurs, des ateliers communautaires réparent et fabriquent du matériel localement. Cela réduit les coûts, crée des emplois et ancre le savoir-faire dans le territoire. Quatrième, relier les producteurs au marché. Des routes rurales Ostonreibi. Habilité. Des marchés régionaux organisent la circulation des produits sautillis locaux. La souveraineté devient aussi logistique. Nourrir le pays, c'est relier les champs aux villes. Cinquième, mesurer et ajuster. Un tableau national suit les indicateurs. Hectares cultivés, rendement, parts d'importation, satisfaction des coopératives. Ces données publiques assurent la transparence du modèle. Pour l'Alaindao d'Atnuc Ibrahim Traoré, la méthode importe autant que le symbole. Il veut prouver que la liberté peut se planifier et que, dans le Sahel, la dignité aussi obéit à un calendrier. Au crépuscule de cette aventure, l'Alaindao d'Atnuc Ibrahim Traoré revient là où tout a commencé, dans un champ de mil, au nord de Ouagadougou. Autour de lui, les paysans ramassent les gerbes sèches, avec des gestes patients. Rien n'a l'éclat d'un miracle, et pourtant tout respire la renaissance. L'homme observe le sol, puis murmure. C'est ici que la liberté pousse, même lentement. Sa voix n'est pas celle d'un chef triomphant, mais d'un témoin. Il sait que la route reste longue, que les sécheresses reviendront, que le monde guette ses faiblesses. Mais il sait aussi que quelque chose d'irréversible s'est produit. Un peuple a cessé d'attendre. Les visages autour de lui racontent la fatigue, mais aussi la fierté. La souveraineté n'a pas effacé la difficulté. Elle lui a simplement donné un sens. Dans le silence du soir, un enfant soulève une poignée de terre et la laisse retomber entre ses doigts. C'est notre or, à nous. Et la phrase résonne, simple, définitive. La dignité se cultive, pas ne s'importe. Le Burkina Faso a prouvé qu'un pays pauvre pouvait refuser d'être petit. En rejetant l'aide étrangère, il n'a pas tourné le dos au monde. Il s'est tourné vers lui-même. Dans cette décision, l'Alaindao d'Atne Ibrahim Traoré n'a pas seulement défendu une économie, mais une idée, celle d'une dignité qui ne se négocie pas. Aujourd'hui, le slogan « Nous nourrissons ce que nous sommes » dépasse les frontières. Il résonne à Bamako, à Niamey, à Dakar. Il interroge chaque nation qui dépend encore des prêts et des subventions. Peut-on bâtir la liberté sur la dette? Peut-on parler d'avenir quand on ne choisit même pas ses semences? Cette histoire n'est pas close. Elle s'écrit chaque jour, dans la poussière du Sahel, dans les champs qui sèment, dans les mains qui refusent de lâcher. Le monde observe, parfois sceptique, parfois admiratif. Et vous, que feriez-vous pour ne plus dépendre? Va Koha Quintron Tiepteo là, reste ouverte, comme la terre après la pluie.